Bonjour, je reçois aujourd'hui sur le plateau Sébastien Emerio, Chief Strategy Officer, et Nadine Medjeber, directrice études Consumer et Media Insight du pôle média d'Havas Group en France. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on va parler de ce livre, La communication augmentée, bilan et perspective 2018. L'occasion donc de faire un petit peu un bilan de la communication et de la publicité aujourd'hui. Première question. Entre les nouvelles habitudes de consommation des médias, que ce soit la télévision, la presse, la radio, l'émergence d'acteurs très puissants, on pense bien sûr aux GAFA, la sensibilisation des particuliers, des individus à l'utilisation de leurs données personnelles, on a l'impression quand même que les tendances qui sont à l'œuvre sur la publicité et la communication sont en train de s'accélérer. Vous qui êtes des experts du secteur, comment vous avez vécu ça? Comment vous vivez ça actuellement? Nous, on essaye de vivre ça de la manière la plus simple et agréable, mais effectivement, c'est vrai que ça se complique, ça se complexifie et ça s'accélère tous les jours. Il y a des innovations en matière de digital, il y a des innovations avec des nouveaux médias, il y a des innovations dans les comportements. Ce qui fait qu'à chaque fois, notre mode de fonctionnement est assez simple, c'est de se dire, il y a des marques, des institutions, des groupes qui veulent prendre la parole, qui ont des choses à raconter, et il y a des gens qui peuvent être des destinateurs, des récepteurs. Et donc, comment on établit au maximum cette connexion-là? Alors, c'est sûr que si ça ne passe pas à gauche, ça passe à droite. Si ça ne passe pas à droite, ça passe au milieu. Et c'est tout notre travail, c'est vraiment ça. C'est de réfléchir à quelles sont les différentes voies pour atteindre les cibles, que ce soit des citoyens, que ce soit des consommateurs, que ce soit des usagers. Mais ce qui nous rend à chaque fois service, c'est que les gens ont envie d'écouter, envie de voir, envie d'entendre des choses. Donc on va pas prêcher dans le désert, on s'adresse à des gens. Donc, alors, vous parlez justement de cette importance de réussir à cibler, on le voit bien, avec des mesures quantitatives, qualitatives de plus en plus précises. Donc ça, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui dans votre métier. Et en même temps, on voit, notamment avec l'émergence de GDPR, la réglementation européenne sur la protection des données, qu'il y a un cadre réglementaire qui se durcit, même qui se durcit de façon assez significative. C'est un peu le marteau et l'enclume. Comment vous gérez ces deux nécessités un peu contradictoires ? C'est effectivement apparemment contradictoire. On pourrait dire que c'est le marteau et l'enclume. Je dirais que c'est plutôt une opportunité. Parce qu'on est arrivé au point où aujourd'hui, tout le travail de ciblage que l'on fait, notamment chez Havas depuis 20 ans, et parfois on avait même du mal à convaincre les annonceurs d'avoir un ciblage, de la pertinence de faire du ciblage. Or, on s'est rendu compte par des études que cibler à travers des critères comportementaux, des critères attitudinaux, en fait, c'était bien mieux que de cibler sur du critère sociodémographique parce que ça augmente le retour sur investissement de la publicité. En fait, du fait que là aujourd'hui on est un peu dans la contrainte, finalement ça fait que c'est plus une opportunité finalement de gérer cette contrainte pour pouvoir passer le cap d'après, plutôt que de continuer à être dans un entre-deux comme on l'était jusqu'aujourd'hui, un peu flou, où finalement on se disait ah bah oui c'est intéressant mais on ne le faisait pas. Là on est vraiment obligé aujourd'hui de passer le cap de ce ciblage, même si effectivement on a le RGPD qui peut être vécu comme une contrainte, mais vous n'avez pas peur que ça vous coupe justement, qu'une partie des gens disent non, moi j'ai pas envie d'être suivi, j'ai pas envie de ce consentement, je donne rien, vous savez rien sur moi. Oui, mais justement c'est aussi tout notre travail de mixer justement ces approches de ciblage avec une meilleure connaissance des consommateurs dans leurs attentes, dans leurs motivations, dans les contenus aussi qu'ils vont attendre. Et si on regroupe tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les consommateurs, si on se sert de toutes les études dont on dispose, parce que le RGPD effectivement ça va nous couper un nombre de cookies, mais pour cibler on n'a pas besoin de cookies. On a des informations par ailleurs, donc il y a d'autres solutions technologiques, même aujourd'hui on va de plus en plus vers de l'hybridation des données, c'est-à-dire qu'on va mixer des données qui viennent d'études très classiques, avec du déclaratif de consommateurs, avec des études, avec des bases de données qui sont beaucoup plus comportementales, et ça aujourd'hui le mix se fait. Donc on a la réponse. Est-ce qu'on est de taille face à des acteurs, face aux GAFA, on pense au Google, on pense au Facebook, qui ont mis l'exploitation des données personnelles au cœur de leur business model? C'est des pros de ça, on sent bien qu'eux, ils ne sont pas trop inquiétés par ce durcissement réglementaire. Disons que oui, je ne sais pas comment a été pensé le durcissement réglementaire, est-ce que c'était contre ou pour, ou sans tenir compte des GAFA. En tout cas, nous, ce qu'on voit dans le RGPD, juste pour compléter ce que dit Nadine, c'est nous on le voit comme moins mais mieux. Oui, là, on a une conversation, vous nous avez invités, on discute de choses, a priori, ce qu'on raconte vous intéresse, ce que les gens vont regarder les intéresse, donc on est dans une démarche de volontariat.
Et dans le RGPD, c'est ça. Ça emmène vers des communications beaucoup plus volontaires, beaucoup plus attentives. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas des messages aux gens qui ça n'intéresse pas. Donc ça veut dire qu'effectivement, peut-être que nos repères, nos chiffres, nos stats vont changer, les volumétries vont changer, mais la qualité des échanges et la qualité de la communication devraient rester, voire être augmentée, parce qu'à chaque fois, ce sont des gens qui ont choisi d'accepter de communiquer avec telle marque, de recevoir ce type d'informations de telle marque, et ainsi de suite. Et le problème se posera, ou se pose aussi forcément avec ce que vous évoquez, les GAFA, Facebook et tous leurs amis, c'est que progressivement, ce qu'on constate, c'est que les utilisateurs de ces plateformes jouent avec les réglages, n'acceptent pas aussi tout le temps d'avoir à être ciblé par telle ou telle publicité, et on le voit bien dans l'utilisation. Donc toute la démarche du RGPD, au-delà même de la question des cookies, va vers moins de communication, mais de la meilleure communication. Plus intense, plus riche. Justement, Sébastien, on a un peu le sentiment quand on lit ce livre-là qu'une fois qu'on a réglé tous ces paramètres techniques, qu'on sait effectivement bien cibler, ce qui va faire la différence, ça va être la qualité du message. On voit qu'on joue beaucoup récemment avec les émotions, avoir une communication qui est très engageante au niveau de ressorts profonds. C'est quoi? C'est la revanche? C'est peut-être là où c'est la revanche de l'humain sur l'algorithme et la machine? C'est là qu'on va faire la différence? Peut-être un rééquilibrage, sans parler de revanche, qui est peut-être un terme un peu agressif, oui, enfin, comme dans beaucoup de mouvements qu'on a vus dans la publicité ces dernières années, on a toujours des phénomènes de balancier. Là, effectivement, l'humain revient sur le devant de la scène. Parler aussi de la qualité du contenu. Oui, de savoir que maintenant, en fait, les marques veulent parler, mais qu'il faut insister sur un contenu, un peu comme vous le disiez, Sébastien, qui apporte une plus-value à la personne qui va le consulter. Oui, qui apporte une plus-value parce qu'on va toucher les personnes sur ce qu'on appelle des devices, des appareils différents, avec des formats différents, dans des contextes différents, des moments différents. Donc il faut effectivement aussi adapter les contenus. Et puis, comme vous le disiez, revenir aussi à quelque chose de peut-être un petit peu moins rationnel que des exigences d'avoir des résultats à très court terme, parce qu'on a constaté également qu'on a pas mal d'annonceurs, on s'en rend compte dans le groupe, qui reviennent sur des communications dites plutôt de branding, c'est-à-dire qu'on recommence à réinscrire la marque dans du moyen, voire du long terme, parce qu'on s'est rendu compte que travailler la communication des marques uniquement à court terme était destructeur de valeur. Donc effectivement, oui, on revient sur des valeurs de marque, oui, du coup, on revient sur de l'émotion. Et il y a d'ailleurs une étude qui a été menée par Nielsen qui montrait que sur un panel de campagnes qu'ils avaient étudiées, et les campagnes qui étaient le plus à même de déclencher de l'émotion, et bien en fait, sur ces campagnes, on voyait qu'on avait une hausse du chiffre d'affaires des produits de 23%. Donc ça marche. Mais justement, excusez-moi, sur cette dimension d'émotion, même parfois, ce qui nous surprend, c'est que l'émotion, spontanément en communication, on a envie de parler de joie, de bonheur, de rire, de plaisir. Et quand on voit la production culturelle, que ce soit les films ou les séries, et donc ce qui passionne les gens, on voit que souvent c'est très triste, c'est dramatique. Et voilà, donc, on dit, mais c'est quand même étrange. Donc d'un côté, il y a de l'émotion dans la publicité, c'est des rires, des sourires qui sont parfois peut-être un peu forcés, mais bon, pourquoi pas. Et de l'autre côté, donc moi je rêve de trouver à un moment un Graal, c'est-à-dire faire des pubs ou des communications tristes, mais qui installent des marques, des territoires de marques, et ainsi de suite. Donc il y a cette dimension-là d'émotion. Et ce qui est aussi intéressant dans l'émotion, c'est qu'en fait, le RGPD et tous les réseaux sociaux aussi nous amènent de plus en plus vers, au-delà d'une communication, vers une conversation. C'est-à-dire, je te dis quelque chose, tu m'écoutes, tu me réponds quelque chose, j'écoute et je te réponds, et ainsi de suite. Donc, c'est une conversation entre une marque et un usager, ou entre une institution et un consommateur, et ainsi de suite. Et pour avoir cette conversation, il faut quand même écouter l'autre. Et pour écouter l'autre, c'est avoir des datas sur, tiens, il a regardé ça, donc a priori ça l'intéresse, et ainsi de suite. Il faut que ça s'enrichisse. Alors justement, cette conversation, il y a un aspect perspective aussi dans ce livre. Je vais vous parler de Minority Report de Steven Spielberg. Je ne sais pas si vous avez cette scène en mémoire. On voit Tom Cruise qui arrive dans un magasin, il y a un scan de sa rétine, et puis on lui propose des produits en fonction. Alors on ne sait pas, voilà, on le reconnaît, on l'identifie. On n'en est pas encore là. Vous dressez quand même un certain nombre de perspectives. Il y a le développement des assistants vocaux, il y a la réalité augmentée, il y a les bots. Qu'est-ce qui va faire son irruption, allez, à court terme, le plus rapidement dans notre vie? Qu'est-ce qui va bouleverser notre vie? Sur quoi vous allez être présent demain pour faire de la communication? À quoi il faut se préparer?
moi, je peux peut-être vous répondre sur les chiffres, Ouais. puis je te laisserai répondre oui. sur le reste. Effectivement, dans toutes les innovations technologiques dont on parle dans le livre, on parle de réalité virtuelle. Donc, visiblement, la réalité virtuelle... Donc avec le casque, hein, c'est ça? Avec le casque, Ouais. exactement. Si on lit les études de Gartner, on voit que c'est l'innovation qui va arriver à maturité le plus rapidement, 2 à 5 ans. Donc on sera tous casqués, c'est ça? Tous casqués, peut-être pas, parce qu'il y a aussi encore quelques petits problèmes techniques à régler, hein, puisque toute la population n'est pas à même de, comment dire, de supporter justement les masques. Des lunettes, ça va être compliqué. Hein. C'est surtout des problèmes d'équilibre. Ouais. Voilà. Donc, Ensuite, voilà, ça c'est 2 à 5 ans. virtuelle. C'est 2 à 5 ans pour la D'accord. réalité virtuelle. Quand on parle de la voix, Les qui assistants est vocaux, quand même, effectivement ça les débarque assistants partout, vocaux, tout le monde a voilà. son assistant, Google, Voilà, mais Amazon, voilà, mais on imagine là aussi Gartner pense que c'est plutôt entre 5 et 10 ans que ces marchés des assistants vocaux vont arriver à maturité. Ouais. Voilà, comme tout ce qui est du domaine de la réalité augmentée. Voilà. Et puis on évoque bien évidemment aussi l'homme augmenté dans ce livre. Donc on va avoir des puces RFID, voilà, c'est ça? L'homme augmenté, c'est plutôt après 10 ans, quoi. D'accord. Encore 10 ans Donc pour la se réalité faire à l'idée. virtuelle, pour Voilà. commencer. D'après Gartner, c'est effectivement le premier marché qui devrait arriver à maturité. Bon. Et c'est en partie lié aussi au device, hein. C'est parce qu'à un moment, il y a eu l'Oculus, il y a eu des développements de Samsung, et qui fait que, bon, il y a une offre. Ah bah tiens, donc on se dit, on va essayer. Ce qui fait aussi qu'il y ait des adoptions et des cycles plus ou moins accélérés, c'est est-ce que ça facilite réellement la vie des gens? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec un assistant vocal. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais C'est pas encore le top. Ouais. c'est pas encore le top. Ouais. Mais le fait est quand même que la voix reste la manière la plus simple de s'exprimer pour un être humain. Plutôt que de taper, plutôt que d'écrire. Les enfants, ils parlent avant de savoir écrire, donc c'est quelque chose de très spontané. On peut même parler à son chien, donc on peut parler à un assistant vocal. Donc on peut se dire que tout le monde ayant cette capacité-là de parler, finalement, c'est peut-être ce qu'il y aura de plus pratique. Et ce qu'on voit aussi, peut-être dans ce qui peut éventuellement expliquer une accélération de l'implantation de telle ou telle techno, c'est que les assistants vocaux sont très corrélés au commerce. C'est Amazon. Ouais, Amazon, vous commandez les produits. Derrière, du commerce, beaucoup plus d'argent potentiellement que si je parle des bots ou qui peuvent être dans le service, c'est aussi un peu de commerce, ou si je parle de réalité augmentée, où on ne sait pas trop si c'est dans l'entertainment ou dans le domaine du service. Mais en tout cas, là, on sait qu'il y a un assistant vocal et Amazon. Derrière, il y a de l'argent, donc ça peut peut-être aller plus vite. Bon, voilà, on se prépare à mettre son casque d'ici quelques années et puis à parler à son chien ou à son assistant personnel. Merci Sébastien, merci Nadine. Merci à vous.